Au menu de ce rendez-vous économique, les infrastructures routières en Afrique et plus précisément les péages routiers. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Au Togo, en 2020, le besoin de financement pour l'entretien régulier des routes revêtues et non revêtues s'élevait à environ 30 milliards de francs CFA, tandis que les recettes budgétaires nécessaires mobilisées se situaient en moyenne à 17 milliards de francs CFA. Une situation qui imposait au gouvernement d'envisager un ajustement des contributions des usagers. Alors, la solution toute trouvée était l'augmentation des péages. Ce constat, il est quasi le même dans les pays d'Afrique subsaharienne, des pays où l'on enregistre un faible réseau routier et de plus, l'entretien de ce réseau coûte bien cher. Et nous sommes loin des périodes miracles qui ont succédé aux indépendances. Il faut construire davantage de routes modernes et les entretenir. L'une des solutions engagées ces dernières années, les routes à péage. Mais dans la pratique, on est confronté à bien des réalités que nos experts du jour décrypteront dans quelques petits instants. Alain Serge Kouadio, consultant en développement, merci d'être avec nous. Merci M. Stéphane Soumaoro, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau de télévision. Et avec nous M. Mokéake Semeksan, consultant en développement, merci encore d'être avec nous. Merci pour l'invitation et je salue tous vos téléspectateurs. Alors on parle beaucoup de ces routes à péage sur le continent africain, plus précisément en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne. Pendant des décennies, on n'en a pas parlé, on avait de grandes autoroutes, de grandes voies bien construites, bien entretenues, mais on ne payait pas. Qu'est-ce qui fait que dans ces dernières années, vraiment les péages sont un peu à la mode, comme on peut le dire? Merci M. Stéphane Soumaoro, c'est une question qui est très pertinente, d'autant plus que la question des infrastructures routières est un préalable au développement. On le dit tantôt, la route précède le développement. Mais on a remarqué que la question des péages s'est posée avec plus d'acuité dans les villes portuaires. Vous savez que les ports sont des puissants outils de structuration de l'espace et de création de l'emploi. Et là où se trouvent des ports, il faut être capable d'assurer la liaison entre l'intérieur du pays et les zones portuaires. Donc du coup, vous êtes obligé de densifier votre secteur du transport, principalement par les réseaux routiers. Mais il est important de noter également que la question des péages a fait son avènement, je dirais, dernièrement. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de péage? On parle de péage parce que nos États africains ont été confrontés à plusieurs politiques d'austérité. Vous savez que investir dans les infrastructures publiques, notamment les infrastructures routières, revient coûteux. Et après, il se pose la problématique de l'entretien ou de la pérennisation de ces infrastructures. Et nous en voulons pour preuve les projets AVB et ARSO. AVB, autorité pour l'aménagement de la vallée du Bandama, et ARSO, autorité pour l'aménagement de la région du Sud-Ouest, où on a eu plusieurs infrastructures qui ont été érigées par l'État dans le but de dynamiser les secteurs d'activité économique, de créer des pôles régionaux. Mais il s'est trouvé qu'au fur du temps, ces infrastructures ont été laissées pour compte. Ces infrastructures ont manqué d'entretien. Donc du coup, l'État a trouvé une nouvelle formule par le péage. Mais l'État se trouve aussi dans d'autres difficultés. Est-ce que l'État a la capacité d'investir dans d'énormes infrastructures et financer d'autres projets de développement dans un contexte de crise mondiale, dans un contexte de politique d'austérité? Donc l'État va mettre en place ce qu'on appelle les projets BOT. Donc si je veux me permettre ainsi le franglais, c'est construire, exploiter et transférer. Donc du coup, l'État permet le développement de certains partenariats publics-privés qui donnent la possibilité à des structures privées de construire des routes, mais de les exploiter sur une bonne période, de sorte à rentabiliser et puis après de les transférer à l'État. Donc en réalité, voici un peu comment est-ce que fonctionne ce circuit. Maintenant, quel est le but du péage? Le but du péage, c'est de permettre à l'État de pouvoir collecter des fonds pour entretenir ces structures, ces infrastructures et plus tard, de construire, d'ériger de nouvelles pour pouvoir permettre le développement socio-économique d'un État. Mais justement, il est question de construire. On se dit, c'est vrai que le péage, ça se fait bien évidemment en Europe, un peu partout dans le monde. Mais je dis, il y a des manières d'amener les populations, les usagers à contribuer à l'entretien de ces routes. On a le cas des vignettes et autres. Mais pourquoi le cas des péages fait tant débat en Afrique maintenant? Le cas des péages fait débat en Afrique parce que les populations ne sont pas suffisamment associées, surtout au niveau des tarifs. Effectivement. Vous voyez, le niveau d'inflation dans nos États est tel qu'aujourd'hui, on a cette impression d'une accumulation d'impôts. C'est une imposition, mais qui ne dit pas son nom. L'idée du péage, c'est de permettre justement à ce que l'automobiliste paye le trajet qu'il a à faire justement sur le tronçon
Et ce n'est pas une idée qui est mauvaise, ce n'est pas une idée qui est à rejeter. Je veux dire, déjà en Europe, le péage augmente pratiquement chaque année d'1,6 à peu près. Ça ne pose pas de problème en réalité quand les routes sont bien entretenues et quand on a cette impression que les infrastructures suivent. En Afrique, malheureusement, pour la plupart des pays, on a un problème au niveau de l'entretien des routes, donc on n'arrive pas à entretenir l'existant. La construction de nouvelles routes est sujet à beaucoup de critiques parce que les coûts sont exorbitants, disons les choses clairement. Et donc, quand derrière, on demande aux usagers de payer des sommes qui, à l'échelle mensuelle ou à l'échelle annuelle, sont au-delà du budget, quand on sait que, évidemment, nos bourses sont très faibles, évidemment, ça va commencer à faire jaser. Le problème aussi, c'est la mise à disposition des différentes informations permettant de prendre des résolutions au niveau du coût. Quelles sont les informations qu'on met à disposition des populations? Vous avez, on va prendre un exemple qui est aujourd'hui très actuel, le péage Abidjan-Grand Bassam. On nous dit que le péage à lui seul fait 23 milliards. A coûté 23 milliards. A coûté 23 milliards de francs CFA, le péage à lui seul. Alors on se demande quel est le type d'équipement utilisé pour qu'on arrive à ce montant justement. Et pour des véhicules légers, il va falloir payer 1000 francs à l'aller et 1000 francs au retour. Donc ça nous fait 2000 francs à peu près. Donc vous voyez... Environ 60 000 le mois. Ce qui fait 60 000, au-delà même, 60 000 francs le mois. Vous voyez un peu sur quel coût nous sommes, alors que le salaire moyen est de 140 000 francs. Si on enlève 60 000 francs, il va de soi que pour un fonctionnaire lambda, il va souffrir au niveau de sa bourse. Donc voilà toutes les difficultés qu'on a. Aujourd'hui, je pense que les Africains n'ont pas de problème avec le péage. Tant qu'on a l'impression que nos routes restent en bon état et qu'on a l'impression qu'on a des facilités au niveau de la circulation. Mais comme j'ai dit tantôt, nos routes se dégradent, continuent à se dégrader. On se demande donc à quoi servent les montants faramineux qu'on paye. Et puis malheureusement, les investissements au niveau des infrastructures restent très faibles. Alors, une autre question aussi, c'est que ces coûts, justement, qui sont proposés aux usagers, c'est fonction des travaux qui ont été faits et le temps de rentabilité de ces projets-là. Est-ce que déjà, la source de financement de ces projets n'influence pas les coûts qui seront donnés aux usagers? Je veux dire, par exemple, si ce sont des entreprises nationales qui financent ou c'est l'État de Côte d'Ivoire qui finance, il peut se donner un temps de remboursement sur 30, 40 ans. Mais quand c'est des particuliers, des régimes à concession et que ces entreprises-là doivent être remboursées dans 15 ans, 10 ans, ça rallonge le coût de remboursement. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui impose ces prix aux usagers? La route coûte cher. La route coûte cher. Malheureusement, nos États font face à plusieurs priorités et vous connaissez les difficultés qui sont les nôtres. Donc, évidemment, on est obligé de se tourner vers des partenaires, ceux qui peuvent investir, je vais dire, au niveau des infrastructures. La route Abidjan-Grand Bassam, toujours pour prendre l'exemple, le cas, je veux dire, de la Côte d'Ivoire, vous verrez que ça a été un financement aussi à hauteur de près de 52 milliards de la Chine, qui a apporté justement par rapport à ce projet-là. Est-ce que c'est ce qui fait que nous sommes obligés, je veux dire, de faire ces coûts-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout est une question de négociation. Le pont Félix-Houphouët-Boigny coûte 500 francs CFA. Je veux dire à l'aller, 500 francs CFA au retour. Donc on ne comprend pas pourquoi cette disparité entre justement le péage, entre deux péages, pourquoi cette disparité, qu'est-ce qui l'explique? Je ne pense pas que ce soit seulement une question de montant. Mais comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas les explications. Il est difficile d'avoir les informations, la communication n'est pas bonne et on a l'impression que ce sont des montants qui sont fixés ici et là. Et voilà toute la difficulté. Aujourd'hui, est-ce que nos États ont la capacité de financer véritablement notre réseau routier? Moi, je pense qu'il serait aujourd'hui difficile. Vu les secteurs prioritaires qui sont des secteurs au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation, il y a tellement à faire que, évidemment, la route est obligée d'être accompagnée par des partenaires au niveau international. Alors, je me permets de donner quelques chiffres. En Côte d'Ivoire, on a un réseau routier d'environ 82 000 km, mais on a seulement 7 500 km de routes bitumées. On a le cas de la Tunisie avec 19 000 km de routes, dont 14 000 goudronnées. Au Maroc, on a 57 500 km de routes, dont 35 543 km sont revêtus. Donc déjà, ça montre un peu l'intensité du réseau routier dans certains pays. On voit par exemple le Maroc, la Tunisie, c'est assez densifié, c'est assez important. Mais en Afrique de l'Ouest, on n'en a pas véritablement. Et quand on prend le cas par exemple du Cameroun,
qui a aussi ses routes à péage. On a vu une augmentation qui était annoncée il y a quelque temps, mais cela était dû à l'automatisation du système. J'allais en revenir. Vous savez, la question du coût est fonction de plusieurs paramètres. Il y a certainement l'environnement technique qui a permis d'aboutir à une telle plateforme. Si c'est coûteux, il va sans dire que ça sera implémenté sur le coût du passage. Il y a aussi la question du matériel. Il y a aussi la question des opérateurs qui sont mis ensemble et qui ont co-contracté. Donc, tout ça mis ensemble devait pouvoir donner un coût. Mais je pense que nos États devaient plus aller dans le sens d'une étude sociologique qui prenne en compte les aspirations des populations qui sont impactées par un tel projet. Parce qu'en réalité, c'est un projet qui est mis en place, c'est un projet qui est érigé. Mais pour qui? Pour des populations. Mais on ne peut pas prétendre faire le bonheur des populations malgré elles-mêmes. Il faudrait que ces populations en soient associées. Je pense que des enquêtes auraient dû être effectuées pour pouvoir connaître en réalité les besoins des populations, tenu compte de l'environnement inflationniste dans lequel le continent africain est en train de baigner. N'oublions pas qu'il y a la crise en Ukraine, la pénurie de certaines denrées alimentaires, les chocs pétroliers. Donc tout ça, toute cette combinaison de facteurs est mis avec l'augmentation au niveau des prix du péage font jaser. Mais il est important de noter que la question de la fixation des prix du péage est fonction de plusieurs paramètres, mais elle devait plutôt tenir compte de la dynamique inflationniste dans laquelle l'Afrique est en train de baigner ces temps-ci. Alors moi j'ai une question à vous poser. Tout à l'heure vous parliez du manque d'informations au niveau des usagers. Quand on prend par exemple un problème de communication réel. Un problème de communication, c'est juste une question que je veux poser pour comprendre aussi nous et nos auditeurs et téléspectateurs. Quand on prend par exemple les coûts, on voit par exemple en Europe, en Pologne, les prix sont fixés en fonction du kilomètre. On vous dit par exemple pour telle autoroute, pour telle voie de route, c'est 2 centimes d'euros pour 1 kilomètre. On voit par exemple en Italie, la route entre Florence et Rome, ça revient autour de 6,70 euros, tout ce 100 km à peu près. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun, on a ces données-là pour nous permettre de dire, vous avez pris le cas d'Abidjan en Grand Bassam, le cadre de cette route à péage, le nombre de kilomètres que ça fait et combien va coûter le kilomètre pour l'usager? Est-ce qu'on a ces études? Est-ce que c'est communiqué aux populations déjà pour que les populations sachent à quoi sont tenues, sur quoi les prix sont basés? En tout cas, cette transparence. Est-ce que quelque part vous avez entendu ces données? Moi, je crois que ces informations sont disponibles mais ne sont pas mises à la disposition du public. Parce que nul ne peut prétendre réaliser des projets de telle envergure s'il ne mène des études techniques, études financières, études économiques pour voir un peu le taux de rentabilité. Parce que c'est en fonction de ça que la durée du péage est fixée. C'est en fonction du prix. Donc moi, je crois que les études sont faites, mais certainement qu'elles ne sont pas mises à la disposition des populations. Oui, chef, que vous voulez ajouter? Moi, je suis bien curieux de savoir quels sont les résultats de ces études-là. On a plus l'impression qu'il y a un chapeau dans lequel on met des montants et qu'on tire et qu'on dit ce péage-là sera à 1000 francs, à 2000 francs. Il y a des véhicules qui vont payer jusqu'à 3500. Donc, pour être sérieux, je ne pense pas qu'il y ait véritablement d'études qui justifient de tels montants. Sinon, ces études auraient été communiquées. Vous voyez l'exemple du Ghana qui a mis fin ou bien qui s'apprête à mettre fin justement au péage en utilisant d'autres systèmes. Le Ghana va prélever sur les opérations mobile money un taux assez faible pour pouvoir les récupérer ensuite. Donc, quand vous prenez le cas du Cameroun qui dit qu'ils sont en train d'automatiser, vous voyez toutes ces choses-là concourent à augmenter les différents montants. Et c'est pas, même l'autoroute Grand Bassam à Abidjan, le projet initial donnait pour 4 milliards le péage. Aujourd'hui, on a 23 milliards. Alors, à quel moment on passe de 4 milliards à 23 milliards pour que ce prix-là, justement, soit fixé? Donc, je ne pense pas que ce soit dans une logique de kilométrage au niveau de la route. Et je suis curieux et moi, je veux que le débat se pose et continue de se poser pour savoir quels sont les données, les éléments, les critères qui permettent de définir le coût d'un péage justement sur nos routes. D'autant que, comme vous l'avez rappelé, depuis les années 70, nous sommes passés sur de très bonnes voies et qu'on n'avait pas eu à payer justement.
Alors, quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, un fidèle auditeur et téléspectateur, c'est le ministre des Transports, le ministre Amadou. Donc, on espère qu'il suit ce numéro et sans doute qu'il pourra s'en référer et parler en tout cas à nos représentants, aux représentants ivoiriens, les députés, pour expliquer en tout cas ce qu'il en est, soit le ministre des Infrastructures, soit le ministre des Transports pour l'expliquer. Mais quand on parle de péage, on voit aussi le cas du Ghana qui est en train de petit à petit laisser tomber ce système. On voit en Europe, il n'y a que 7 pays en Europe qui utilisent le péage. Des autres utilisent d'autres modalités. Pour beaucoup, c'est gratuit. D'autres, c'est encore la vignette. On a connu la vignette au temps des indépendances en Afrique subsaharienne. Mais je veux dire, quand vous regardez par exemple le tronçon, toujours en Côte d'Ivoire, un exemple qui est palpable devant nous, on a l'autoroute du Nord, Abidjan, Yamoussoukro. Nous avons 2 péages sur cette voie et c'est la seule voie qui mène d'Abidjan à Yamoussoukro normalement. Quand on regarde dans les autres pays, à côté de ces routes à péage, on a aussi des circuits alternatifs, des voies que l'usager peut prendre, mais là c'est qu'il n'est peut-être pas pressé, la qualité est peut-être différente, mais il a une autre voie qu'il peut prendre et il choisit entre la route à péage et la voie normale. Est-ce que ce cas est observé en Afrique subsaharienne ou bien la voie à péage, c'est l'unique voie? Si on doit se référer au cas de la Côte d'Ivoire, excepté le nouveau péage de Bassam où il y a une autre route qui permet de rallier Bassam sans passer par le péage, on dira qu'en Côte d'Ivoire, cet exemple qui est vécu dans les pays occidentaux est aussi vécu en Côte d'Ivoire. Mais on entend de voir, puisque le but du péage, c'est de permettre aussi une rentabilité, de sorte à ce que l'opérateur qui a investi puisse amortir les coûts et qu'on puisse financer d'autres projets d'investissement. Mais à l'état actuel des choses, vu la façon dont ça jase, vu la façon dont les populations en parlent, est-ce que les objectifs économiques, les objectifs financiers des promoteurs du péage de Bassam seront atteints? Vu qu'il y a une autre voie alternative, je pense qu'il va nous falloir du temps pour mieux appréhender, pour mieux comprendre cette question. Mais en ce qui concerne la question de l'autoroute du Nord, je pense que c'est fait à dessein. Parce que faire un seul passage à péage qui permet de rallier le nord et le sud du pays, je pense que c'est à des objectifs purement économiques pour pouvoir permettre à l'État d'avoir un peu de finances, des sous de financement pour financer d'autres projets. La preuve en est que l'autoroute est en train de se poursuivre jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Certainement que les ressources issues de ces différents péages ont contribué fortement à la réalisation d'un projet d'une telle envergure. Donc une telle initiative bien encadrée peut permettre en tout cas à la Côte d'Ivoire et aux pays qui les initient de développer davantage leurs infrastructures routières. Avec une bonne communication, ça c'est clair ce qu'on essaye aussi de faire. Mais déjà je veux dire concernant justement ces sources de financement, on voit des personnes qui parlent de beaucoup plus d'investisseurs privés qui ont la technologie peut-être, les moyens, mais est-ce qu'il ne faut pas penser à des financements locaux? Je prends le cas par exemple en Côte d'Ivoire du Conseil Café Cacao, je prends par exemple Cocoba de l'autre côté au Ghana. Est-ce que ces entités ne peuvent pas être les premiers financiers de ces projets-là pour permettre à avoir des coûts beaucoup plus accessibles, si on peut le dire ainsi? Sur le problème du péage, je voulais rapidement Bien sûr, pointer du doigt un point. Les populations payent, mais les gouvernants ne payent pas. Parce que, évidemment, les cortèges de nos différentes autorités, nos différentes élites ne vont pas payer le péage. Donc, les populations, malheureusement, vont subir le revers de la médaille. Donc, c'est des choses, quand les populations en parlent, il faut quand même faire attention et puis avoir des coûts qui soient acceptables. Au niveau de financement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on avait la possibilité de le faire nous-mêmes, je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire. Malheureusement, aujourd'hui, toutes ces entités dont vous parlez ont des priorités. L'État a ses priorités. Et puis, quoi qu'on dise, la route coûte extrêmement cher. La route coûte extrêmement. Vous avez dressé un tableau tout à l'heure sur près de 80 km de route. On n'en a que 7000 qui sont bitumés. Donc, il faut faire le reste. Malheureusement, nos structures ici ne sont pas en mesure de supporter. Donc, il faut trouver des partenaires stratégiques, c'est vrai, pour nous permettre d'amorcer le développement. C'est ce que nous faisons depuis tellement d'années. Mais en même temps, il faut faire de sorte que les coûts au niveau de ces différents péages soient plus ou moins acceptables pour nos populations qui vivent déjà des effets pervers de ces différentes inflations jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'État doit avoir une politique sociale qui accompagne la plupart justement des partenariats avec l'extérieur. Moi, je pense que relativement à cette question, c'est l'État qui dirige toutes ces activités. L'État est le seul à régenter la politique de développement socio-économique de la nation. Et l'État est encadré logiquement par l'Assemblée nationale qui veille au bon fonctionnement de ce qui est fait.
Donc je pense que les personnes les mieux outillées pour faire ces propositions sont nos députés. Mais bon, à partir du moment où nos députés sont déjà aux couleurs du pouvoir, donc je pense que la politique de l'État, logiquement, ne devait pas avoir d'entrave. Sinon, c'est de très belles propositions. Mais aujourd'hui, l'État, comme il a si bien dit, l'État a ses priorités. Seul l'État sait quels sont les mécanismes de financement de ces projets d'infrastructures routières. Seul l'État sait. Apparemment, la question du péage est une formule qui réussit bien l'État de Côte d'Ivoire. Alors, permettez-moi une question un peu écologique. On parle de comment mobiliser des fonds pour permettre à l'entretien et à la construction du réseau routier. Mais est-ce que quelque part, il a été pensé une taxe carbone sur ces véhicules qui polluent? Ça pourrait quand même aider à compenser. Oui, mais effectivement, pour qu'il y ait une taxe carbone, il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, on parle de RSE. La responsabilité sociétale des entreprises. Parce que la RSE, c'est quoi? C'est une nouvelle dynamique qui, dans l'exercice des activités économiques, tient compte de la préservation de l'environnement. Donc, si vous voulez tenir compte de la préservation de l'environnement, il va falloir que vous ayez un bilan carbone. Un bilan carbone dans chaque domaine d'activité qui permettra de savoir quel est le niveau d'impact, d'empreinte sur l'environnement, par exemple. Donc, à partir du moment où ce n'est pas fait, on ne peut pas parler de taxe carbone. Donc, pour en arriver là, il va falloir que l'État s'engage dans une politique RSE et qu'elle soit déterminée à mettre en place cette politique de façon pratique et pragmatique. Comment cela pourrait se faire? Cela pourrait se faire simplement par des séances de formation. Il faudrait expliquer aux gens qu'est-ce que la RSE. Comment on mène RSE en place? Quelles sont les différentes composantes de la RSE par exemple? Quelles sont les différentes composantes d'un bilan carbone? C'est un document stratégique qu'il faut consigner. Je pense que quand les gens sont mieux informés de la sorte, l'État de Côte d'Ivoire maintenant pourra encadrer ce dispositif-là juridiquement, administrativement et puis économiquement pour pouvoir faciliter une telle dynamique. Mais à partir du moment où on parle de développement durable, mais très peu d'actions concrètes sont effectuées sur le terrain. Vous savez, logiquement, si on veut être engagé dans une telle dynamique, on aurait pu donner la possibilité aux collectivités territoriales. Et là, je fais un clin d'œil à la commune du Plateau qui est dans une dynamique Smart City, qui est une commune qui est en train de mettre en place un développement local durable basé sur la préservation de l'environnement. Mais je pense que les communes de Côte d'Ivoire devaient entrer dans cette dynamique de sorte à ce que même l'électricité qui fonctionne, qu'on utilise dans nos différentes collectivités territoriales, mais en tout cas dans les différents services administratifs, soit le soleil par exemple. C'est une preuve palpable et tangible que nous sommes dans un développement durable local. Alors, merci en tout cas pour vos contributions. Je rappelle, vous avez mentionné tout à l'heure la commune du Plateau qui est un peu la cité d'affaires de la capitale ivoirienne. Et on salue la vitrine de la Côte d'Ivoire. La vitrine de la Côte d'Ivoire. On salue en tout cas tout le travail abattu par monsieur le maire du Plateau déjà. Mais je voulais revenir aussi sur une question un peu fondamentale tout à l'heure quand on parlait. On voit en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a cette volonté de politique de Côte d'Ivoire solidaire, cette volonté de solidarité. Est-ce que ces prix qui sont donnés, est-ce qu'il y a une subvention? C'est-à-dire, est-ce que l'État endosse quelque chose pour dire, bon, c'est peut-être 2000 francs CFA que l'usager devait payer, mais dans le cadre de sa politique, l'État va subventionner tel. Donc, c'est pourquoi. Est-ce qu'il y a cette subvention qui est faite? Comme on a dit, on a un manque d'informations, mais il va de soi que si l'État véritablement a endossé dans cette stratégie, comme vous avez dit, de solidarité sociale, alors on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire que si cette route devait faire de sorte que nous devions payer 2000 francs au lieu de 1000 francs, en réalité, ça veut dire que cette route-là est excessivement chère. Et là encore, ça pose tout le problème. Ça pose tout le problème parce qu'au niveau de la communication, on a des difficultés. Vous voyez que même sur ce plateau, c'est vrai qu'on parle de péage, mais on a un manque d'informations criant. Et on n'arrive même pas justement à connaître les motivations de la mise en place. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la taxe carbone et tout ça. Pour éviter même de calculer la taxe carbone, il y a eu cette loi qui a dit qu'il faut importer des véhicules de moins de 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de renouvellement du parc auto et donc on n'est pas en train de partir vers un calcul, sinon une politique quelque peu compliquée dans ces calculs de taxe carbone, mais on est en train de restreindre encore l'activité économique de certaines personnes qui aujourd'hui vont devoir, pour miser ou bien pour investir dans le transport, vont devoir sortir encore plus de moyens. Donc, cette politique solidaire n'est pas encore une réalité, en tout cas pas pour les populations, mais ce n'est pas une spécificité ivoirienne. Et c'est à l'échelle même de l'Afrique subsaharienne où on a cette impression que
cette croissance à 2 chiffres qui est tellement recherchée se fait au détriment des populations les plus vulnérables. Donc on a un largage et les populations les plus riches deviennent de plus en plus riches. Les populations les plus pauvres, les plus défavorisées sont en train de partir dans le fossé. C'est la raison pour laquelle les différents coûts des péages posent aujourd'hui problème. Logiquement, si cette croissance était distribuée de façon, je dirais, inclusive, on n'aurait pas dû avoir des coûts excessifs de péage. Parce que quand on parle de croissance économique, c'est vrai à 2 chiffres, on ne viendra pas distribuer de l'argent à chaque population lambda. Mais le développement, là, vous l'avez lorsque vous avez accès à un hôpital, à un marché, à une école, à une université, vous avez un emploi stable, vous tentez même d'émerger de la classe moyenne. Cette fameuse classe moyenne. Donc en réalité, c'est ça. Mais lorsque c'est vrai, vous avez la route, mais pour accéder à la route, vous devez payer un montant exorbitant. Ça devient problématique. Donc, ça remet en cause la problématique de la redistribution efficace, efficiente des richesses. Ça, c'est encore un autre débat, monsieur. Nous arrivons en tout cas au thème de cette émission consacrée au péage routier en Afrique subsaharienne. Il faut le dire, c'est quelque chose qui est quand même récent, dans ces 10 dernières années que cela a commencé à émerger. Donc, on est encore au début, donc quelques balbutiements. On le voit dans certains pays du Nord, au Maroc et autres. C'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps et ça se fait normalement. En Europe, ça se fait bien normalement. Donc, je pense que nous pensons que les choses vont beaucoup évoluer d'ici là, mais comme vous l'avez mentionné, il y a une question de communication, de transparence, de transmission de l'information et je pense que nos autorités en tiendront compte. Merci encore, monsieur Moké Akessemeksan. Je rappelle que vous êtes consultant en développement. C'est moi qui vous pour remercie. vos analyses. Et monsieur Alain-Serge Kouadio, merci en tout cas pour vos contributions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission de votre magazine Éco-Débat consacré aux infrastructures routières en Afrique. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes et Dieu nous protège.